Salut les game devs, dans ce nouveau tuto je vais vous apprendre à reproduire cet effet là qui va vous permettre d'obtenir un effet un petit peu ultra instinct comme ce qu'on peut voir dans Dragon Ball Super. Donc à la fin vous aurez ce résultat là et vous allez pouvoir changer la couleur de l'aura. Par exemple ici je mets du rouge, on peut changer son intensité donc ça va briller un peu plus, on peut changer sa taille aussi donc augmenter et diminuer sa taille et on pourra aussi obtenir un effet de soft outline donc c'est à dire celui-ci qui permet de faire des contours adoucis, c'est à dire des petits contours qui partent en dégradé en fonction de l'éloignement par rapport à la surface du mannequin. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer le tuto à proprement parler, je voulais profiter de cette petite parenthèse pour vous souhaiter une bonne année 2021 à tous. Et aussi la nouveauté de cette année qui arrive sur la chaîne, c'est que pour tous ceux d'entre vous qui me soutiennent sur Tipeee à hauteur d'au moins 10 € par mois, vous aurez maintenant accès à tous les projets Unreal que j'utilise pour créer les tutos que je vais diffuser sur ma chaîne cette année. Si vous ne pouvez pas soutenir financièrement ma chaîne, il n'y a vraiment pas de souci, hein, ne vous inquiétez pas, vous pouvez obtenir exactement le même résultat en suivant cette vidéo du début à la fin. C'est juste qu'en gros, je cherchais une contrepartie depuis un moment pour mes tipeurs et je me suis dit que ce serait une bonne solution. Bon, je vais pas traîner plus, je vais passer au tuto. Si vous voulez rejoindre le Tipeee, le lien est dans la zone de description ci-dessous et on va commencer le tuto maintenant. Alors, pour reproduire cet effet, nous allons utiliser un matériau de type post-process dans lequel nous allons injecter du code HLSL. Alors, HLSL, c'est quoi? C'est un acronyme pour les mots High Level Shader Language et c'est en fait le langage de programmation utilisé par les cartes graphiques. En gros, lorsqu'on va faire du blueprint sur Unreal Engine, ce dernier va convertir tout ça en C++ en arrière-plan lors de l'exécution de notre jeu. Et dans le cas des matériaux, plutôt que de convertir le graphe de notre matériau en C++, Unreal va convertir tout ça en HLSL, un langage bien plus adapté que le C++ pour ce genre de choses. Alors concrètement, le HLSL, comment est-ce qu'on utilise ça dans un matériau? Ici, je vais faire un clic droit, je vais faire appel au node custom, et en fait, c'est ce node-là qui va nous permettre d'injecter ici notre code HLSL. Le node va traiter notre code HLSL et le résultat va sortir ici pour être traité par notre matériau. Le code HLSL, concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble? Vous pouvez voir un aperçu ici dans Windows, Shader Code, HLSL Code, et vous allez voir l'équivalent de ce matériau en HLSL ici. Bon, je peux vous comprendre, ça fait très peur au tout début, moi aussi j'ai été choqué de voir qu'il y avait autant de code pour rien en fait finalement, mais ne vous inquiétez pas, nous allons utiliser du code relativement simple pour faire ce dont on a besoin. Donc ça me permet de rejoindre une question qui est en fait quel est l'intérêt d'utiliser le HLSL. En gros, le HLSL permet de faire des choses que les matériaux ne permettent pas encore, comme par exemple en matériaux on ne peut pas utiliser de boucle for. Et dans mon cas, c'est principalement pour cette raison que je vais utiliser le HLSL. Vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant, on pourra obtenir des résultats assez rapidement. Enfin, un dernier point avant de commencer, HLSL c'est en fait une version modifiée qu'Unreal Engine utilise, en particulier on appelle ça les Unreal Shader, donc c'est du HLSL revisité en gros, et ça évolue au fil des versions d'Unreal Engine. Donc le tuto que je vais vous présenter ici, il permet de reproduire cet effet exactement sur la version 4.26 du moteur, donc celle que j'utilise au moment de l'enregistrement du tuto. Si jamais ça ne fonctionne pas de votre côté, c'est très probablement parce que vous avez une vieille version, une version trop récente, et du coup il faudra trouver sur internet comment faire l'équivalent de ce que je vais faire ici dans votre version d'Unreal Engine. Alors notre effet va être drivé par un matériau post-process. Pour ceux qui ne savent pas, le matériau post-process, c'est un effet qui va être appliqué à l'écran tout entier. Et du coup, on a besoin de trouver un moyen d'isoler l'effet et de dire par exemple que c'est que sur le player qu'on va appliquer cet effet d'aura. Et donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le custom depth. Donc je vais faire un clic droit, new material, je vais appeler ça pp_ultra instinct. Voilà, je vais l'ouvrir. Dans le matériau, je vais juste changer le matériau domaine, je vais mettre ça à post-process pour dire que c'est un matériau de type post-process. Donc je compile, je sauvegarde. Ensuite, je vais faire un clic droit, create material instance, je vais appeler ça ppi_ultra instinct. Voilà. Et ensuite, si vous n'avez pas de post-process volume dans votre monde, donc ici, moi j'en ai un, vous allez venir chercher ici post-process volume et vous allez glisser ça dans le monde. Ensuite, vous allez sélectionner le post-process. On va venir ici, on va chercher infinite pour infini et vérifiez bien que vous avez coché cette case. Donc cette case, à quoi est-ce qu'elle va servir? Elle va servir à appliquer l'effet au monde entier sans avoir besoin d'être placé dans la boîte du post-process volume. Ensuite, vous allez taper toujours dans la barre de recherche ici material et vous allez chercher post-process material. Donc là, il y a le array. Peut-être que chez vous, ça se présentera comme ça. Vous allez cliquer sur le petit plus. Ensuite, vous faites choose et vous allez choisir asset reference. Ici, je vais prendre le PPI Ultra Instinct et je vais brancher ça là. Ça devient tout noir, c'est normal. C'est tout simplement parce que, en gros, comment est-ce que le post-process fonctionne? C'est qu'il va prendre ce qui est affiché à l'écran, il va faire un traitement et il va renvoyer tout ça sur l'écran. Donc ici, en gros, on prend ce qui est affiché sur l'écran et on ne renvoie rien, donc on renvoie noir et c'est tout à fait normal qu'il n'y a rien du tout. Donc pour corriger ça, je vais venir ici, je vais faire un clic droit, Scene Texture, donc dans le Post-Process Ultra Instinct. Le Scene Texture, je vais prendre le Post-Process Input 0 et je vais brancher ça dans le Emissive Color. Donc
le color, dans le emissive color. Qu'est-ce que je viens de faire en gros? Je viens de prendre ce qui est affiché à l'écran de base, sans le post-process d'appliquer, et j'ai rebranché ça dans l'emissive color. J'ai dit, bah écoute, mon post-process il fait rien, tout ce qu'il fait c'est prendre ce qui est à l'écran et il affiche à l'écran. Donc résultat, une fois qu'on revient dans le monde, on a donc bien un effet comme si on n'avait pas de post-process d'appliquer. Alors donc nous, on va isoler le mannequin en utilisant le custom depth. Alors le custom depth, c'est quoi? C'est en fait un buffer dans lequel on va stocker les objets qu'on veut pour les isoler du reste du monde. Donc ici, si je vais dans lit buffer visualization et je prends custom depth, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Donc là, je suis en train de tourner la caméra, il y a strictement rien. Et si je sélectionne par exemple mon mannequin, donc le BP player ici, je vais prendre son mesh et je vais taper dans la barre de recherche custom. Vous allez voir render custom depth passe. En gros, on va lui dire, bah écoute, toi, tu vas aller dans le custom depth. Donc en gros, je coche ça et là, vous voyez que le mannequin apparaît à l'écran. Résultat, on va pouvoir utiliser ça pour dire, bah écoute, l'effet, tu vas t'appliquer uniquement sur cet objet-là qui se trouve dans le custom depth et tous les autres objets si vous voulez appliquer une aura sur d'autres objets aussi. Donc là, je vais ramener le lit, hop, et je vais venir dans le PP Ultra Instinct. Donc ici, je vais coder une petite logique et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Alors, donc pour commencer, je vais prendre le scene texture, je vais dupliquer 2 fois. La copie du haut, je vais mettre ça à custom depth et la copie du bas, je vais mettre ça à scene depth. Je vais soustraire celle du haut par celle du bas. Ensuite, je vais faire un component mask. Je vais prendre la composante R et je vais faire un saturate. En gros, là, ce qu'on vient de faire, vous allez voir que c'est assez facile à comprendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le custom depth, donc le buffer dans lequel il n'y a que le mannequin, et le scene depth, qui est le buffer dans lequel il y a tout le monde, y compris le mannequin. Le fait de soustraire l'un par l'autre, ça va faire en sorte que tout ce qui est présent dans les deux textures va être égal à 0 et va donc être noir. Et en fait, là, nous, ce qu'on veut, c'est un masque. Donc, on va garder uniquement la couleur rouge, donc le canal rouge, parce que de toute façon, on a la même valeur dans les trois. Et je vais faire un saturate pour m'assurer que les valeurs restent entre 0 et 1. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc là, si j'applique le matériau et je vais ici, vous allez voir que le mannequin est noir alors que le reste du monde est blanc. C'est tout simplement parce que comme le mannequin est présent dans les deux textures, le custom depth et le scene depth, forcément si je soustrais l'un par l'autre, on a bien du noir et le reste du coup est blanc. Donc là, maintenant que j'ai ça, vous allez voir que le mannequin il tremble un petit peu, c'est tout simplement parce que le post-process material est appliqué à un moment bien précis. Donc nous, on va changer ce moment-là, on va descendre ici, donc vous allez sélectionner le nœud principal, si vous voyez pas ça, vous allez tout en bas, vous avez post-process material. Blendable location, vous allez mettre ça before tone mapping. En gros, ça va déplacer le moment où on va traiter ce post-process material et si vous revenez là, vous allez voir que le mannequin ne tremble plus. Aussi, moi, dans mon cas, on a aussi le ciel qui entre dans le custom depth, mais c'est pas grave, ça va être corrigé plus tard automatiquement lorsqu'on va appliquer l'effet. Donc là, maintenant que j'ai ça, on a donc une texture qui est entre 0 et 1, donc 0 c'est noir et 1 c'est blanc, et nous, on veut inverser parce qu'il s'agit d'un mask, c'est-à-dire qu'on va garder uniquement les choses en blanc. Et pour inverser ça, ça va être assez facile. En gros, on va prendre le saturate ici et on va faire un 1- pour obtenir le 1-. Donc le 1-, il va inverser, donc tout ce qui est noir va devenir blanc et tout ce qui est blanc va devenir noir. Donc là, si j'applique, hop, on a bien inversé tout ça. Donc là, on a le mannequin et je vais vous montrer un dernier truc, c'est que là, je vais faire appel au linear interpolate, je vais brancher l'alpha ici. Ensuite, là, je vais brancher le post-process input 0, je vais brancher ça dans l'emissive et là, je vais faire appel à une couleur. Je vais brancher ça là et je vais mettre ça en bleu par exemple. Hop, voilà. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, en gros, on a une valeur qui est comprise entre 0 et 1 et le left va prendre une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Tout ce qui est égal à 0, donc le reste du monde va avoir sa couleur normale et tout ce qui est égal à 1, donc le mannequin va avoir sa couleur bleue. Donc j'applique ça et vous allez voir que là, maintenant, on a appris à appliquer notre effet à un seul élément de la scène. Donc là, c'est le mannequin vu qu'il est dans le custom depth. Alors maintenant, nous allons mettre les mains dans le cambouis et nous allons créer notre premier shader HLSL. Donc là, je vais prendre la couleur bleue ici qu'on a utilisée plus tôt, puisqu'on va remplacer ça par notre code HLSL. Donc je vais faire appel au node custom. Je vais appeler ça ici dans description, vous allez mettre color selector. Et en gros, je vais vous expliquer comment est-ce que ça va fonctionner. Donc ici, je vous expliquais plutôt qu'on allait rentrer du code HLSL. Là, on donne le nom de notre fonction. On peut renseigner ici les inputs. Et là, on donne le type de sortie qu'on va avoir ici. Donc dans notre cas, on va récupérer un float 3, donc un vecteur. On va récupérer en fait, on va faire une fonction qui va nous permettre de choisir une couleur en fonction d'une valeur, d'un index qu'on va donner. Si l'index renvoie 0, demande 0, on va donner la couleur 0. Il renvoie 1, on va donner la couleur 1, etc. Donc là, ici, je vais ajouter des inputs à mon code HLSL. Donc là, je vais appeler ça color 1, donc dans inputs ici. Je vais ajouter un autre input et encore un autre. Je vais appeler ça, hop, color 2 et ce truc-là, color 3. Ensuite, j'ai oublié un autre input, donc je vais faire un plus ici.
je vais monter cet input tout en haut et je vais l'appeler color index. Voilà. Donc là, je vais venir brancher des couleurs. Donc color 1, hop, color 2, color 3. Voilà, je vais convertir ça en paramètres, hein, comme ça au moins on pourra changer un peu plus tard. Color 1, ici, convertir en paramètres color 2, et ici, color 3. Donc vous allez choisir 3 couleurs, en fait c'est les couleurs qu'on va pouvoir donner à notre aura, donc je vais laisser un bleu ici, là je vais donner du rose, et ici je vais donner du vert. Ensuite le color index, pour l'instant on va prendre une constante, un constant 1, je vais brancher ça là, je vais laisser ça à 1, et je vais brancher ça ici. Donc là, pour l'instant, il va me dire qu'il y a une erreur. C'est tout simplement parce que on branche rien du tout ici. Donc, on n'a pas de code HLSL. Donc, on va commencer par créer du code. Donc là, ici, je vais taper if color index égale à 1, fermez la parenthèse, return color 1. Donc, respectez bien la syntaxe. Donc, color 1, c'est C majuscule et ensuite tout le reste en minuscule. Et pareil pour color index, il faut écrire exactement pareil parce que là, pour le coup, on fait de la programmation. Donc, je vais continuer mon code et je vais vous expliquer ensuite comment est-ce que ça fonctionne. Else if color index égale à 2, return color 2, voilà. Et enfin, else return color 3, voilà. Et je mets le point virgule. Hop. Alors le souci avec le code custom, c'est que justement en fait on ne peut pas trop redimensionner la taille, donc j'imagine que c'est pas facile de lire sur YouTube. Du coup j'ai mis le texte en plus gros ici, donc c'est exactement la même chose, hein, c'est juste que ça va me permettre de mieux vous expliquer. Donc en gros ici dans le custom, on a mis en entrée un color index et 3 couleurs différentes qui ont des paramètres color 1, 2 et 3. Donc comme expliqué ici, on va tester le color index, sa valeur. Si c'est égal à 1, on va renvoyer la couleur 1. Si c'est égal à 2, on va envoyer la couleur 2. Et si c'est égal à 3, on va renvoyer la couleur 3. Donc là, concrètement, c'est du code assez simple. Hein. Ce qu'on va faire tout à l'heure sera un petit peu plus compliqué. Mais donc là, pourquoi est-ce qu'on a cette erreur? C'est tout simplement parce que si vous regardez ici le message d'erreur, il nous dit juste qu'on ne peut pas convertir un float 3 en float 4. C'est simple. Là, en fait, il a besoin de 4 éléments, donc RGBA. Et du coup, ici, on n'en a que 3, donc RGB. On va ajouter une nouvelle composante qui va représenter l'alpha. Ça va juste nous permettre d'éviter d'avoir ce souci. Donc, append vector. Et dans l'append vector, je vais venir brancher une constante qu'on va mettre à 0. Donc, je branche ça là et vous allez voir que l'erreur va disparaître. Donc là, si j'applique, et que je vais dans le viewport, on a le player qui est bleu parce qu'on a notre index qui est égal à 1. Si je mets l'index à 2 et que j'applique, vous allez voir que le player cette fois-ci est rose. Et si on met 3, cette fois-ci, le player va devenir vert. Donc là, maintenant, on peut choisir la couleur du masque. Donc ici, on ajoute une couleur en fonction de l'index. Mais nous, on veut un moyen de pouvoir définir cette couleur directement depuis l'extérieur du matériau. Parce que là, par exemple, si je mets un index ici, ça va s'appliquer à tous les objets de ma scène qui sont dans le custom depth. Donc là, ils sont devenus tous bleus. Et ce que j'aimerais, c'est que plus tard, utiliser une valeur en dehors du matériau pour définir pour chaque objet la couleur de son masque et du coup, la couleur de son aura. Donc pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle le stencil buffer, le custom stencil. En gros, le custom stencil, c'est un peu comme le custom depth, sauf qu'en plus d'isoler un objet du reste du monde, on va lui assigner un index. On va lui dire, toi, tu es dans le custom depth, et en plus de ça, tu as l'index 1. Toi, tu es dans le custom depth, et en plus de ça, tu as l'index 2, et ainsi de suite. Et résultat, avec ça, en récupérant le custom depth, on sait que l'objet est isolé du reste du monde, et en plus, en récupérant son stencil, on peut savoir quel est l'index, et donc quelle est la couleur à lui appliquer. Donc, pour commencer, on va devoir activer le custom stencil dans notre projet. Donc, on va aller dans Edit, ensuite Project Settings, et ensuite vous allez taper Custom Depth, voilà, Custom Depth Stencil Pass. Là, normalement, par défaut, c'est mis à Enabled. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez choisir Enabled with Stencil. Donc là, normalement, il va falloir redémarrer l'engine. Donc, je redémarre l'engine et on se retrouve tout de suite après. Alors, donc là, le moteur a redémarré. On va pouvoir retourner notre matériel pour continuer de coder notre logique. Donc là, dans le PP Ultra Instinct, ici, je vais prendre le Scene Texture. Je vais le dupliquer, donc CTRL W. Je vais tirer un Component Mask que je vais mettre à R. Voilà. Et je vais brancher ça dans le Color Index. Ensuite, le Post-Process Input 0. Ici, je vais choisir Custom Stencil. Ici. Donc là, si j'applique, je vais aller dans le viewport. Vous allez voir qu'ils sont tous devenus verts. Pourquoi? Vous allez très vite comprendre. Donc là, je vais sélectionner un personnage. Je vais taper ici Custom. On a bien mis le Custom Depth Pass. Et en fait, vous avez ici Custom Depth Stencil Value. Donc, si je change cette valeur à 1, il va passer à bleu. Si je change à 2,
il va passer à rose, et si je change à 3, il va passer à vert. Donc, en gros, dans le code, on avait dit, si c'est 1, c'est bleu, si c'est 2, c'est rose, et le reste, c'est vert. D'où le fait que là, c'était à 0, et donc c'est devenu vert. Du coup, vous voyez, on peut isoler un effet par personnage en fonction du custom stencil. Donc là, je prends celui-là, je le mets en bleu, celui-là, je vais le mettre en rose, et celui-là, je vais le laisser en vert. Donc ça va nous permettre de définir une différente couleur d'aura pour chaque personnage. Donc avant de passer à la section suivante, je vais ajouter un dernier truc. Donc ici, on a append un alpha qui va servir à rien. En fait, c'est juste pour éviter d'avoir une erreur. Donc là, après le color selector, on a le append, et après le append, je vais faire un multiply, donc multiplier. Je vais brancher ça là, je vais faire un clic droit, promote ce paramètre, et je vais appeler ça glow intensity. En gros, ça va être l'intensité de brillance de votre aura. Donc là, je vais mettre par exemple ça à... J'avais mis à 200. Donc normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose si ce n'est que les objets vont briller. Voilà. Donc en gros, les objets brillent grâce au post-process. Et justement, on va utiliser l'aura pour modifier, pour donner un petit peu de flow à tout ça. Donc là, maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de ce tuto dans laquelle nous allons créer le shader principal HLSL qui va nous permettre de simuler cet effet de soft outline, donc les contours doux qu'il y a autour du player. Donc ici, j'ai ouvert Photoshop pour vous illustrer un petit peu le code que nous allons coder plus tard pour ne pas que vous soyez perdus. Et en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, j'ai une sphère sur laquelle je veux appliquer les soft outlines. Et comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, on va utiliser le custom depth, donc ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décaler plusieurs fois de manière linéaire, donc vers la gauche un certain nombre de fois. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc je prends ça, je duplique le custom depth, je fais ça. Ensuite, je prends cette copie, je décale encore, je fais ça. Je prends encore cette copie et je décale encore et ça fait ça. Et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a créé une sorte de dégradé vers l'extérieur. C'est ce qui va donner notre effet un petit peu smooth, notre effet adouci. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir quelque chose de beaucoup plus précis? Eh bien, c'est simple, on augmente le nombre de décalages linéaires, donc les linear steps. Donc, une fois qu'on a décalé de manière linéaire, on va obtenir quelque chose comme ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce décalage, il soit appliqué tout autour de la sphère. Donc, en gros, un peu à la manière d'une aiguille de montre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler plusieurs fois de manière linéaire. Ensuite, l'aiguille, on la bouge. Ensuite, on va décaler plusieurs fois. L'aiguille, on la bouge encore. On va décaler encore, et ainsi de suite. Et résultat, à force de le faire, on va obtenir cette sorte de dégradé tout autour du personnage. Donc là, je vais vous montrer. Ici, j'ai décalé vers la gauche. Ensuite, je vais décaler vers le haut. Hop. Ensuite, je vais décaler vers la droite. Et je vais décaler vers le bas. Et à la fin, on obtiendra ce truc-là. Donc là, c'est un petit peu, on voit du bending, donc en fait, on voit les différents traits de couleurs, mais vous avez en gros l'idée de comment est-ce que ça va fonctionner. Donc vous imaginez bien que plus on veut un outline qui est précis, plus joli, on va dire, plus smooth, plus il faut en fait de décalage, que ce soit en linéaire et que ce soit en radial. Donc dans mon cas, j'ai utilisé, dans la démo que je vous ai montré au tout début, j'ai utilisé 12 par 12. Ça veut dire qu'on va faire 12 fois 12 copies du custom depth. Donc ça peut devenir très vite coûteux. Donc faites vraiment attention avec cet effet. Si vous mettez un nombre beaucoup trop grand, donc là on va limiter à 64 quand même, vous allez avoir beaucoup trop de copies et ça va vous faire plomber vos performances. Donc là on va passer au code. Donc maintenant, de retour sur Unreal, on va pouvoir coder la logique de notre shader HLSL. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais taper Custom, je vais appeler ce nœud Custom Soft Outline, je vais envoyer un CMO float 2. Et en gros, comment est-ce que ça va fonctionner? Ce truc-là, il va envoyer un float 2, c'est-à-dire un vecteur 2 qui va stocker deux informations, R et G. En gros, dans l'information R, on va stocker la valeur du custom stencil. Donc ce truc-là, on n'en aura plus besoin après. C'est lui qui va permettre de dire, bah, écoute, mon aura, elle est bleue ou elle est jaune ou elle est rose. Et en fait, dans l'autre canal, on va récupérer un masque qui va représenter en gros les soft outlines sur lesquels on va appliquer un bruit qui va créer cet effet de flow et d'aura autour du player. Donc là, je reviens sur mon soft outline et je vais ajouter mes inputs. Donc j'aurai besoin de 3 inputs, 1, 2 et 3. Le premier input, je vais l'appeler outline size. Outline size, c'est en fait la taille de l'aura. Ensuite, je vais prendre le NB linear steps. Donc ça, c'est le nombre de steps linéaires, donc de décalage linéaire que j'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, NB radial steps, donc le nombre de steps radial. Donc comment est-ce qu'on divise l'angle de 360 degrés? On va le diviser un certain nombre de fois pour avoir plus ou moins de précision. Ensuite ça, je vais brancher un peu plus tard sur le reste de mon graphe, mais ici on va devoir entrer des informations. Donc là, je vais maintenir la touche S et cliquer pour faire un scalar parameter. Je vais appeler ça outline size. Donc ce outline size va permettre de représenter la taille de l'aura en pixels. Donc je vais mettre ça à 15 par exemple parce que je veux 15 pixels. Et la particularité, c'est que en fait dans le viewport, il y a les pixels et les texels. Les texels, c'est en fait en gros la vraie taille d'un pixel sur l'écran. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais concrètement pour mieux le faire, ici je vais faire un multiply, voilà, et sin
texel size, je vais brancher ça là. Donc en gros, on a la taille du pixel, et on va multiplier ça par la taille du texel actuel. Donc c'est en fonction du viewport, en fait, de la grandeur de votre viewport. Les texels vont changer en fait de taille. Et du coup, il faut multiplier la taille du pixel par cette taille-là pour avoir la vraie taille des outlines qu'on voudrait à l'écran. Donc là, je vais brancher ça ici. Voilà, donc on a converti ici les pixels en texels. Ensuite, le NB Linear Steps, je vais faire un scalar encore. Je vais appeler ça NB Linear Steps. Je vais mettre ça à 12 pour le moment. Et ensuite, je vais faire un floor. Et je vais faire ensuite un clamp. Et je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi je fais ça. Donc le clamp, je vais mettre à 1 et 64. Et je vais brancher ça là. Donc le linear steps, c'est le nombre de décalages linéaires. Pourquoi est-ce que je fais un floor? C'est tout simplement parce qu'on va utiliser notre fameuse boucle for. Et pour ceux qui savent, une boucle for, il faut des nombres entiers. On ne peut pas dire pour i allant de 0 à 15,5. Il faut qu'on dise pour i allant de 0 à 15. Donc le floor va permettre de couper la partie décimale. Donc si jamais l'utilisateur met 12,5 par exemple sans faire exprès, là ici on va sortir 12. Ensuite le clamp, en fait, c'est juste une petite sécurité pour éviter de griller vos ordinateurs. On va faire simple. C'est vraiment, on va dire que cette valeur-là, il faut qu'elle soit au minimum égale à 1 pour avoir un décalage et au maximum égale à 64. Donc 64 copies du buffer du custom depth, ça fait mal, surtout qu'en plus on va devoir ajouter les radial steps. Donc je vais copier ça et je vais mettre NB radial steps. Donc pareil, ici c'est les steps radial. On va limiter quand même à 64. Pareil, on va faire une boucle. En gros, on va dire pour chaque décalage radial, on va décaler un certain nombre de steps linéaires. Donc ici, je vais laisser à 12. Dites-vous que, en gros, si on fait ça et ça, ça fait 12 fois 12 copies du buffer. Donc ça peut coûter très cher en fonction de votre PC. Si ça rame un peu chez vous, diminuez ces deux valeurs jusqu'à obtenir quelque chose de potable. Donc plus vous diminuez, moins l'effet sera précis. Plus vous augmentez, plus ce sera joli, plus fluide et tout. Donc là, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à coder la logique qu'il y a ici. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de coder tout ça là, je vais ouvrir Visual Studio Code, je vais taper du code, comme ça vous allez copier tout ça de votre côté et on pourra faciliter la lisibilité à l'écran. Alors donc je vous avoue que cette partie-là, je la redoute un petit peu. J'espère que vous allez tout comprendre. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Et si j'ai bien expliqué, faites-le moi savoir. Donc ici, on va donc taper du code HLSL que vous, de votre côté, vous allez taper ici, ok? Donc là, maintenant, je vais commencer. Donc je vais faire un dièse if scene underscore textures underscore disabled. Et ensuite, je vais faire un return 0. Ne jamais oublier le point virgule. Ensuite, je vais faire un dièse end if, et je vais vous expliquer cette partie-là. Alors, cette partie-là, c'est simple, c'est important, il faut la mettre. Tout simplement parce que, en gros, si on ne met pas cette partie-là, depuis la 4.20, il faut qu'on mette celle-là parce qu'on va utiliser en fait le scene texture qu'on a utilisé dans le matériel. Et si on ne met pas cette partie-là, c'est simple, votre engine va crasher. Au moins, c'est dit. Donc, n'oubliez surtout pas de mettre cette partie-là et veillez à bien respecter l'écriture du code que je vais taper, tout simplement. Donc là, je vais faire un float linear step size égale à outline size sur NB linear steps, virgule. Donc là, en gros, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, c'est j'ai pris le outline size, donc on a défini en entrée du matériel, c'est la taille en gros de l'aura, qu'on va diviser par le linear steps. Donc on sait qu'on veut décaler par exemple 12 fois, et on va prendre en fait la taille qu'on veut, on divise par 12 pour savoir combien de fois est-ce qu'on va décaler pour copier notre custom depth. Ensuite, je vais faire un float radial step size égale à 2 fois 3,14 15 92 65 et la lettre complémentaire F. Ensuite, je vais diviser ça par NB radial steps, virgule, et je vous explique concrètement ce que je viens de faire. Donc, en gros, ici, c'est la même chose. Donc là, on a coupé sur le linear steps. Maintenant, on va couper sur le cadran autour de 360 degrés. Donc, en trigonométrie, 3,14, ceux qui connaissent, ça s'appelle pi. Donc, lorsqu'on multiplie pi par 2, on fait un tour complet, donc 360 degrés. Donc là, j'ai dit, je veux faire un tour de 360 degrés. Je vais diviser ça par le nombre de steps radial. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais qu'il fallait découper 1, 2, 3 et 4. Mais en gros, on va calculer l'angle à appliquer entre chaque déplacement de l'aiguille de la montre. J'espère que vous comprenez. Ensuite, on va faire ici un for. Donc, c'est la fameuse boucle for qu'on a besoin. Donc, je vais faire for int i égale à 1, point virgule, i inférieur ou égal à linear steps, point virgule, plus i.
Ensuite, je vais ouvrir ça. Et en fait, en gros, je viens de faire une boucle for. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette partie, la programmation un peu C++ ou des choses comme ça, en gros, ce que je viens de faire, c'est une boucle for qui va prendre un index i qui va aller de 1 au nombre de linear steps. Donc là, nous, on a demandé 12, par exemple. Pour i allant de 1 à 12, on va faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, je vais faire un float current linear step égale à i multiplié par linear step size, virgule. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que là, on va décaler un certain nombre de fois, donc le linear step qu'on a choisi, donc 12 fois, on va décaler ça par linear step size. Donc, si on est sur la première itération, on décale une fois de linear step size. Ensuite, deuxième itération, on décale une deuxième fois. Et c'est là qu'on va pouvoir copier tout ce qu'il faut. Ensuite, ici, je vais faire un for int j égale à 0. J inférieur à nb radial steps et point virgule, et je vais faire un plus plus j. Donc là, vous l'aurez compris, en gros, on a fait le décalage linéaire, maintenant on applique un décalage radial. Donc là, je vais prendre l'angle, je vais faire égal à j fois radial step size, voilà, donc je mets ça. Donc l'angle, en fait, bah, c'est l'angle courant, hein. Donc on va faire current angle plutôt, et je vais faire un float avec le current angle. Donc, non, je vais laisser plutôt à angle pour être sûr de ne pas me tromper plus tard. Donc, en gros, là, c'est pareil. On a pris le décalage qu'on doit appliquer pour l'itération courante, hein, et ensuite, on a pris le décalage à appliquer dans le sens radial. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il va falloir appliquer ce décalage au pixel courant. Donc pour ceux qui ne savent pas, les matériaux, en général, le post-process, lorsqu'on est sur Unreal, à cet endroit-là, en fait, ce code-là va être appliqué pixel par pixel. Donc moi, ce que je veux, c'est que je vais prendre le décalage pour décaler les coordonnées du pixel courant. Et pour récupérer les coordonnées du pixel courant, c'est là où ça devient un petit peu compliqué en fonction des versions d'Unreal Engine, c'est qu'il nous faut savoir, il nous faut trouver concrètement comment faire pour récupérer ce pixel-là, enfin ces fonctions-là. Et donc, moi, ce que je veux, c'est faire appel à la fonction, clic droit, screen position. Donc, il me faut la position du pixel. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer une petite astuce. Lorsque vous voulez utiliser ça en HLSL et que vous ne savez pas comment est-ce que ça s'appelle, en gros, vous allez brancher ça là, voilà, vous allez appliquer. Et ensuite, dans HLSL Code, ici, vous allez copier et vous allez aller coller quelque part. Donc ici, je vais venir dans mon démo. Je vais prendre ça, je vais copier le code là. Et vous allez chercher local 0. Local 0, en fait, c'est la correspondance avec le code qu'on vient de rentrer ici. Donc, screen position, en fait, en vrai, si vous regardez local 0, ça s'appelle get viewport UV parameters. Donc, si vous voulez utiliser ça de votre côté dans du HLSL, eh bien, vous utilisez cette fonction-là. Et donc là, maintenant, je vais récupérer donc la position du pixel que je vais décaler en fonction de l'angle sur lequel on est actuellement et le current linear step, donc le décalage actuel. Du coup, je vais faire ici un get viewport UV, entre parenthèses parameters, donc on récupère la position actuelle du pixel. Je vais additionner ça avec le current linear step, voilà, et je vais multiplier le current linear step aussi par un float 2 sur lequel je vais faire un cos de l'angle courant et un sin de l'angle courant aussi. Donc là, j'ai ça. Ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va calculer le décalage en fonction de ce qu'on a demandé. Pourquoi est-ce que j'utilise ici le float, cos angle et sin angle? C'est tout simplement, c'est de la trigonométrie. En gros, je vais appliquer un angle de 25 degrés. Ben, si je rentre le cosinus de l'angle en X et le sinus de l'angle en Y, en gros, on va savoir à quelle position est-ce qu'on décale le linear step. Donc le linear step, sans appliquer l'angle en décale de ce côté-là, si j'applique 30 degrés, ben, en faisant cette multiplication-là, ça va décaler correctement le linear step le long de l'aiguille de la montre. Hein. Donc du coup, là, maintenant que j'ai ça, le souci avec ce truc-là, c'est qu'on a récupéré la position du pixel, mais le problème, c'est qu'on a la position sur le viewport. Et nous, on veut convertir ça dans le buffer de l'écran. C'est compliqué à expliquer, je ne sais pas comment vous l'expliquer, donc on va faire comme ça. Hein. Viewport UV to buffer, UV. En gros, ça va juste convertir ce truc-là pour pouvoir l'utiliser correctement sur l'écran actuel lorsqu'on va lancer le jeu. Donc, je vais appeler ça coord, donc c'est les nouvelles coordonnées. Je vais initialiser cette valeur-là, je vais mettre ça à float, hein, tout simplement, comme ça au moins on sait float 2, comme ça c'est un vecteur 2 qui va récupérer du coup la nouvelle coordonnée du pixel sur lequel on va dessiner. Et en fait, ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais faire un f screen space data
screen space data, hop, égale à get screen space data. Chord, virgule, false. Alors, en gros, ici, qu'est-ce que je viens de faire? N'oubliez pas le point virgule à la fin. C'est, j'ai récupéré en gros le gbuffer, le gbuffer. Donc le gbuffer, c'est quoi? C'est, hop, là je vais rebrancher ça. C'est ce fameux truc-là, en fait, le scene texture. On va pouvoir récupérer un peu ces infos-là directement depuis notre code HLSL. Donc là, maintenant que ça s'est appliqué, on va pouvoir continuer. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est en gros, on a fait le décalage et en gros, pour chaque pixel, on a récupéré le scene texture. Donc du coup, nous, l'utilité de ce truc-là, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce code-là, ici, pour récupérer la valeur du custom stencil pour le pixel actuel, la valeur du custom depth, des choses comme ça. Donc là, je vais continuer de taper du code. Donc je vais faire un bool b is not occluded égale à screen space data point gbuffer. Donc là, je récupère le gbuffer point custom depth point r. Donc là, j'ai récupéré le custom depth pour le pixel actuel. Ensuite, je vais faire un screen space data point gbuffer point depth point r. Et donc là, j'ai récupéré le scene depth du pixel. On va taper égal à 0. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, ici, on va vérifier si l'objet, si le pixel est visible. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, en gros, l'aura, lorsque le personnage va se placer, par exemple, derrière un mur, l'aura va apparaître quand même. Et donc, nous, on veut, si un pixel du personnage qui est caché derrière un mur, on ne veut pas afficher l'aura à cet endroit-là. Du coup, on fait un peu le même calcul que je vous ai montré tout à l'heure. Si on soustrait le custom depth par le scene depth pour récupérer que ce qui est commun aux deux. Donc, si dans le custom depth, on a le personnage, et de l'autre côté, dans le scene depth, on n'a pas le personnage vu qu'il est caché derrière quelque chose, ça ne va pas donner 0. Donc là, maintenant qu'on sait ça, on va continuer le code ici. Hop, je vais faire un if screen space data.gbuffer, ensuite .custom stencil.r est différent de 0, et b is not occluded, tech, voilà, je vais faire un result ++, voilà. Ensuite, le result ici, je vais venir l'initialiser au tout début, juste avant la boucle for avec le i. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais faire float result égale à 0.f. Donc, le point F, c'est pour préciser qu'il s'agit d'un float, donc d'un float comme sur Unreal, tout simplement. Et result ++, et ensuite, je vais faire un stencil égale à max de stencil, virgule, screen space data.gbuffer.custom stencil.r. Donc là, je mets un point virgule. Et en gros, qu'est-ce que je viens de faire? Donc là, je vais aussi initialiser ma valeur stencil. Donc la result, je vais mettre aussi stencil, virgule, stencil. Donc en gros, ici, j'ai initialisé deux valeurs avant de commencer tous mes calculs. Donc j'ai pris le result et le stencil que j'ai initialisé à 0. Le result ici, à chaque fois que on va passer directement sur le pixel actuel, on va stocker le result qui va être égal à 0, et à chaque fois qu'on va faire un décalage et que ce pixel est visible, on va ajouter +1. C'est un peu l'équivalent de 6 jours Photoshop. C'est un peu cet équivalent-là. En gros, le result ++, ici, on a un result qui est égal à 1, ici égal à 2 parce que le pixel passe 2 fois sur un custom depth, ici égal à 3, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va utiliser justement pour calculer à quel point le pixel est blanc ou non. Donc dans le masque, ça va nous permettre de faire ce fameux dégradé. Le stencil ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la valeur du stencil. Et pourquoi est-ce que je fais le max? C'est tout simplement parce qu'en gros, peut-être que deux auras vont se superposer l'une à l'autre. Mais en fait, c'est juste un calcul tout simple. Hein. J'ai juste décidé que, en gros, l'aura qui a une valeur du stencil la plus élevée, c'est celle qui va être mise devant l'autre. Donc une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à faire, hop, ici je descends, je vais faire un result divisé égal par nb radial steps multiplié par nb linear steps. Je fais point virgule.
Donc là, en gros, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de normaliser. En gros, le radial steps multiplié par linear steps, c'est le nombre de copies du buffer qu'on a fait. Donc si on a 12 par 12, bah, ça fait 12 fois 12. Et en gros, si je divise le résultat par ça, ça nous permet en gros de normaliser le résultat. Parce que la valeur maximale du result, ça peut être égal à ça. Admettons que tous les custom depth se superposent. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, admettons qu'on prenait ce pixel-là ici. En fait, tous les custom depth, toutes les copies sont superposées. Et donc, on va ramener cette valeur entre 0 et 1. Donc ici, ça sera 0. Là, ça sera 0, quelque chose. Et ici, ça sera forcément 1. Donc là, je retourne dans mon code. Il me reste un dernier truc à faire. Return float 2, entre parenthèses, result et virgule stencil. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a créé un float 2, donc un vecteur, qui va envoyer dans le canal R le résultat de la couleur du masque et la valeur du stencil. Donc voilà, c'est plutôt compliqué, j'espère vraiment que vous allez comprendre. N'hésitez pas à relire et à revoir la vidéo plusieurs fois, c'est important et ça va vous permettre de mieux comprendre tout ce qu'on fait tout simplement. Donc là, avant de retourner sur Unreal, j'ai fait une toute petite erreur. Ici, le linear steps dans la première boucle, c'est pas linear steps, mais bien NB linear steps. Donc je copie ça et je mets ça là. Ensuite, je vais copier tout ça que je vais emmener directement dans mon custom node. Donc là, je copie tout ça ici. Et donc là, maintenant, on va pouvoir continuer la programmation de notre matériel. Donc ici, je vais tirer un câble, je vais faire component mask. Je vais récupérer le canal G que je vais brancher dans le color index. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, dans notre code, tout en bas, on a le résultat qui est en fait égal à float de result stencil. Donc dans le canal R, on a le résultat du masque et dans le canal G, donc ici le G, on a donc le stencil. Donc là, on va récupérer la valeur d'une stencil ici et là, je vais faire un autre component mask. Et on a le R pour récupérer le masque du outline. Donc concrètement, à quoi est-ce qu'il ressemble le masque? Le masque, en fait, ici, dans notre cas, il va ressembler à ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut couper la sphère. Donc c'est comme si on mettait la sphère ici, on va retirer tout ce qu'il y a ici. On ne va garder que la partie qu'il y a autour. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais taper une logique et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Donc je vais prendre ici un scene texture. Voilà, je vais prendre le custom stencil. Donc le custom stencil, il est ici. Je vais faire un masque. Component mask, je vais prendre le R, ensuite je vais faire un saturate, voilà, et je vais faire un 1-X, voilà. Donc là, je vais multiplier ça là, et donc en gros, qu'est-ce qu'on vient de faire? Le custom stencil, ici, c'est que on impose un custom stencil d'au moins 1. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le custom stencil va nous renvoyer, ici par exemple, si je fais lit buffer visualization et je mets custom stencil, vous allez voir qu'on a 1, 2 et ici on a en l'occurrence 0. Donc c'est pas bon, je vais corriger ça, je vais mettre un custom stencil de 3. Donc là on a 1, 2 et 3 et donc là ce qui se passe, c'est qu'il va envoyer 0 pour tous les pixels qui ne sont pas dans le custom stencil. Donc on a en gros 0 pour tout ça et une autre valeur ici. Et en fait, si je fais un saturate, on va avoir une valeur entre 0 et 1. J'inverse ça et en fait c'est comme si en gros j'allais prendre vraiment ces parties là que je vais soustraire au reste du masque. Donc en gros c'est comme si je prenais cette partie là que je vais soustraire au reste du masque. Donc là maintenant que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à ajouter vraiment du bruit sur le taux pour que ça fonctionne. Donc là maintenant on va ajouter un petit peu de bruit au soft outline. Donc si vous branchez ça directement dans le résultat, ça va fonctionner avec des soft outlines, mais on va multiplier ça par une texture qui va nous permettre d'ajouter un petit peu ces ondulations. Donc là, je vais mettre un multiply, donc depuis la sortie ici, je vais faire un texture sample. La texture que je vais prendre, je vais venir ici, je vais faire view options, je vais cocher show engine content et je vais chercher la texture high freq pour frequency et vous allez choisir good 64 tiling noise high freq. Donc en fait cette texture là c'est un bruit haute fréquence en gros. Donc c'est lui qu'on va utiliser pour multiplier par le masque afin d'ajouter un petit peu ces ondulations. Ensuite on va déplacer ce masque là avec un panner. Je vais prendre le panner. Ici ce panner je vais tirer un divide. Je vais faire un take coord pour texture coordinate et je vais faire un promote sous parameter. Je vais appeler ça scale et je vais mettre ça à 2. Donc en gros, ici, le panner, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui, il va permettre de faire défiler un petit peu la texture du bas vers le haut. Et c'est ce qui va ajouter cet effet un petit peu d'ondulation lorsqu'on va multiplier par le soft outline. Ensuite, ici, le speed, je vais faire un append. Voilà. Ensuite, le A, je vais faire un promote sous parameter. Je vais faire un speed X. Et enfin, un promote sous parameter speed Y. Donc en gros, ce truc-là, le speed Y, je vais le mettre à 0,02. Donc, on va déplacer la texture à une vitesse de 0,02 vers le haut. Et enfin, il nous reste un dernier truc à mettre. C'est ici le RGB. Je vais faire un power. Et en gros, je vais faire un promote sous variable ici.
et je vais faire un contrast. Qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça va permettre de gérer le contraste. Donc, si vous voulez plus de contraste sur cette texture, en gros, tous ces petits paramètres qu'il y a ici vont vous permettre de mieux peaufiner un peu cet effet d'ondulation de l'aura. Donc, je branche ça ici. Et enfin, il ne me reste plus qu'à mettre un saturate pour être sûr que ce qui sort est compris entre 0 et 1. Et enfin, ce saturate-là, où est-ce que je vais aller le brancher? Donc, le premier endroit où je vais le brancher, c'est on va le brancher ici dans l'alpha. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce masque-là, donc la fameuse aura qui est autour. Si jamais l'aura est présente, donc si on a une valeur de 1, on va afficher l'aura, sinon on affiche la couleur normale du personnage. Et enfin, un dernier truc ici, dans le B, on a donc le Glow Intensity qui est là. Donc ça, je peux supprimer, on n'a plus besoin. Je vais faire un Multiply et je vais brancher le Saturate ici. Le Multiply, je le branche dans le B, voilà. Et donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Donc, on a un problème entre le float 4 et le float 3. Et en fait, cette erreur-là, c'est tout simplement parce que ici, dans le multiply, juste avant, j'ai oublié d'ajouter un component mask qui va permettre en fait de récupérer que le canal R. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on revoit les mêmes couleurs. Et comme ce truc-là va être branché dans le LERP ici, dans l'alpha, donc il nous faut un scalar. Donc, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, si je retourne dans le viewport, vous pouvez voir que tout fonctionne bien. Et si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur l'une des vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. C'était Evans. Allez, ciao! J'avais peur au tout début. Je vous avoue que moi aussi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais en mode « What ?» Et en fait, concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Pour vous souhaiter à toutes et à tous, pour vous souhaiter à toutes et à... Mais